Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie, propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui à Caen en compagnie de Laurent Brodin. Bonjour Monsieur Brodin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Laurent Brodin, je suis psychologue au Centre régional psychotraumatisme Normandie, donc c'est un centre qui a pour but d'évaluer et de traiter tout ce qui est en lien avec le trouble du stress post-traumatique. Ça fait maintenant 2 ans que je remplis mes fonctions de psychologue, où je fais principalement de l'évaluation, du soin et des missions aussi de formation sur tout le territoire normand. Super, merci beaucoup. On a déjà eu l'occasion de rencontrer le CRP de Tours avec Wissam El Hadj. Donc maintenant, voilà, on est dans une nouvelle ville. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler de différents types de prise en charge des patients et notamment 2 types de thérapies qui sont, je crois, rattachées aux thérapies cognitivo-comportementales. La première étant l'exposition prolongée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'exposition prolongée ? Alors, les 2 thérapies qu'on propose ici, ce sont les thérapies les plus évaluées dans tout ce qui est état de la recherche sur le trouble du stress post-traumatique. La première, l'exposition prolongée, c'est vraiment l'une où il y a le plus de données, en fait, d'accumulation de connaissances sur les mécanismes et sur les réponses au traitement. C'est aussi l'une pendant très longtemps qui a été un peu la plus controversée, enfin l'une des plus controversées, parce que l'ingrédient principal du soin, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Et en 2 mots, en fait, on vise à travers cette thérapie-là d'éteindre la peur excessive des patients suite à un traumatisme, pour que tous les symptômes de reviviscence en lien avec le sommeil, les cauchemars, etc., s'atténuent à la fin de la thérapie. Alors la thérapie en elle-même, généralement, elle se déroule, elle dure à peu près de 7 à 15 séances en fonction de plein de paramètres différents, mais voilà, en moyenne, en tout cas, quand on est autour d'une moyenne de 10 séances par patient. Et la thérapie dure entre 3 à 6 mois en fonction des congés, des choses comme ça. Mais ce sont des thérapies brèves, en fait, où on est vraiment uniquement centré sur le trauma. Alors même s'il y a des événements de vie qui font que la souffrance ne s'explique pas que à travers le trauma, on est vraiment clair avec les personnes que l'on rencontre pour leur dire, mais en fait, on va travailler vraiment que ça pendant cette période donnée là, et on peut envisager que, au niveau de votre symptomatologie, au niveau de votre souffrance, sur le trauma, en tout cas, ça s'atténue. Il y a 3 composantes principales dans la thérapie d'exposition prolongée. La première, c'est tout ce qui est élément de psychoéducation. Donc on amène le patient déjà à prendre connaissance, en fait, de c'est quoi un TSPT ? Qu'est-ce qui fait que certains développent un TSPT et d'autres non ? Quels sont les mécanismes un petit peu derrière ça ? Et à travers cette thérapie-là, en fait, on parle beaucoup d'évitement, parce que selon la théorie qu'il y a derrière, c'est vraiment l'élément constitutif qui fait que les symptômes se chronicisent, en fait, dans le trauma, et donnent lieu à un TSPT. Et du coup, à travers ce mécanisme-là, on va essayer en tant que thérapeute, d'aider le patient à lutter un peu contre ces mécanismes d'évitement. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'une dizaine de séances, c'est vraiment peu. Là, on a bien dit qu'on traitait particulièrement le trauma. Est-ce que une fois que ce trauma a été traité dans ces dizaines de séances, on fait un travail derrière sur les possibles comorbidités, ou est-ce que là on va tomber dans un autre type de thérapie ? Alors en fait ça dépend des comorbidités, parce qu'en fait le principe d'exposition il est un peu transdiagnostique. Le même mécanisme d'évitement il peut se retrouver dans les troubles anxieux de manière générale, dans une forme de dépression aussi, mais c'est pas forcément les mêmes émotions, les mêmes situations qu'on évite, mais en fait c'est assez transdiagnostique, et du coup il y a pas mal d'études qui tendent à montrer que en fait si on propose de l'exposition prolongée à quelqu'un qui a un TSPT avec des troubles comorbides,
et généralement, enfin dans la plupart des cas, les gens n'ont pas juste un TSPT, ça peut, alors au mieux les aider aussi sur leur comorbidité, notamment la dépression et les troubles anxieux, et au pire du pire, en fait, ça accentue pas les autres comorbidités. En fait, vraiment, ça ne fait entre guillemets que aider le patient. Sur les symptômes du trauma, ça on est, enfin il y a suffisamment de données qui montrent qu'effectivement il y a un effet hyper intéressant, mais au pire du pire en fait, soit ça fait pas bouger les autres, soit ça les améliore. Mais dans le cas où il y a d'autres choses un petit peu comorbides, là on redirige vers d'autres personnes. Il y a un autre type de thérapie dont j'aimerais que vous me parliez, il s'agit de la thérapie des processus cognitifs. Effectivement, alors là c'est aussi une thérapie protocolisée. Là le nombre de séances c'est 12 séances, ce sont des séances d'1 heure. Elle fait aussi partie avec l'EP et le MDR, même si le MDR ça commence à être un petit peu plus en retrait maintenant dans les recommandations. Mais ça fait aussi partie des thérapies de première intention, donc qui a accumulé le plus de connaissances sur le TSPT en termes d'accompagnement psychothérapeutique. Là, le versant de la TPC elle s'articule beaucoup plus sur la restructuration cognitive, c'est-à-dire déjà prendre conscience du mécanisme de pensée des personnes après un traumatisme, en quoi en fait leur système de croyance il a été bouleversé de par l'événement, même si voilà on l'entend encore une fois, peut y avoir des croyances intérieures qui sont un petit peu négatives, automatiques et rigides, mais l'événement traumatique en soi peut accentuer ça et ou en créer des nouvelles. Mais c'est pas toujours évident d'apporter ça un petit peu de soi-même dans son cheminement de pensée. Donc la thérapie des processus cognitifs, elle vise vraiment à prendre du recul sur son discours intérieur, en quoi en fait on peut faire le lien entre la manière dont on pense influence la manière dont on ressent les choses et la manière dont on agit sur notre environnement. Donc prendre du recul sur nos pensées et avec l'aide du thérapeute d'essayer de trouver des nuances un petit peu sur notre système de croyances. Généralement, après un événement particulièrement stressant, ça ébranle vraiment tout ce qui est système de pensée, et ça peut tendre à accentuer ou à créer des croyances sur soi-même, sur les autres ou sur le monde, qui sont devenues un petit peu automatiques, un petit peu rigides, et souvent avec des contenus négatifs, et qu'engendre une souffrance, un peu cette impression de ruminer un petit peu sur la question et de pas arriver à s'en sortir, avec un peu des croyances du type en fait si c'est arrivé c'est de ma faute, ou des croyances un petit peu du style c'est la faute au système judiciaire si je m'en sors pas, tous les hommes sont des potentiels agresseurs, enfin ce genre de pensées qui sont pas forcément nuancées, dans le sens où des fois il y a peut-être des alternatives pour penser les choses, et peut-être que ça colle un petit peu plus à ce qu'on peut considérer comme étant réaliste et surtout fonctionnel pour la personne, dans le sens où en fait si je pense que tout le monde autour de moi, enfin le monde en général est profondément dangereux, peut-être que je vais me mettre en retrait et je vais continuer à alimenter un petit peu cette peur, par exemple de sortir ou de mener la vie que j'ai envie de mener. Et donc ça, la thérapie des processus cognitifs, elle vise un peu à cibler ça, et au fur et à mesure des échanges avec le thérapeute, c'est un peu incrémentiel, c'est-à-dire qu'on commence entre guillemets doucement par une prise de recul, et au fur et à mesure des séances, on amène des outils un petit peu pour que la personne d'elle-même arrive un peu plus à se questionner sur son propre raisonnement et à trouver des façons de réfléchir autres. Après, au fur et à mesure aussi des séances, il y a des séances qui se déclinent en modules où on aborde des thèmes sur la sécurité, la confiance, l'intimité, l'avenir, la relation aux autres. Voilà, ça englobe un petit peu plus des thèmes un petit peu plus larges, je dirais, que la première, ou en tout cas plus ciblés que la thérapie d'exposition prolongée, ou en tout cas telle qu'elle a été conçue dans le protocole. Que ce soit pour l'exposition prolongée ou pour la thérapie des processus cognitifs, est-ce que vous avez une idée, un pourcentage peut-être, ou quelque chose à donner en termes de résultats ? C'est intéressant comme question, parce que je crois que c'est le mois dernier, on a fini de rentrer les données de nos 50 premiers patients qu'on a traités en 1 an, je crois, avec la thérapie d'exposition prolongée. Alors, en termes de réponse au traitement,
Donc on le mesure en fonction des scores à la PCL. Donc la PCL, c'est l'outil de référence qui mesure les symptômes du trauma, et c'est le patient qui le mesure lui-même. En fait, on lui demande, voilà, est-ce qu'au cours de la dernière semaine, vous avez eu un peu, beaucoup ou pas du tout de réminiscence, par exemple, enfin de souvenirs involontaires. Et ça nous donne un score. Et à partir du moment où il y a une chute de à peu près 10 points sur la PCL avant et après la thérapie, dans l'état de la recherche, c'est considéré comme une réponse au traitement. Donc ça veut dire que le patient, il y a des choses qui ont changé pour lui et que c'est significatif dans son quotidien. En fait, il y a vraiment eu un impact de la thérapie. Tout n'est pas réglé, mais il y a quand même eu des choses qui sont intéressantes. Et ça, je crois qu'on avoisine les 80% de taux de réponse, en tout cas dans notre structure à nous. Donc c'est vraiment, en fait, ce sont des chiffres qui sont hyper intéressants. Généralement, je crois que en moyenne, on est autour de 50 à 60%, des fois 70% dans d'autres structures. Après, bon, pour être tout à fait honnête, nos chiffres, ils ont pas été scrupuleusement, identifiés avec des peer reviews, des choses comme ça. Là, c'est vraiment une info, entre guillemets, en interne. Et il y a une deuxième donnée qui est aussi intéressante, c'est le taux de rémission, à partir duquel le seuil qu'on considère comme étant pathologique avec cet outil de la PCL, à partir duquel on passe en dessous, et en fait on considère que les patients, en fait, ils ont plus le diagnostic de TSPT. Et là, je crois qu'on est à peu près autour de au moins 70%. Donc en moyenne, en fait, il y a 7 patients sur 10 au bout de 10 séances qui n'ont plus le diagnostic de TSPT avec l'outil de dépistage qui est la PCL. Pour les patients qui répondent pas au traitement, ça arrive, généralement on prolonge les séances jusqu'à peu près une quinzaine de séances, et pour la moitié d'entre eux, ils finissent par répondre d'une manière significative au traitement. Donc ça vaut le coup de prolonger un petit peu. Et pour le reste, des fois ça marche pas forcément. Et ce qui est aussi possible, et là il y a peut-être d'autres facteurs à prendre en compte aussi au niveau de la prise en charge du patient, peut-être du thérapeute en lui-même. Enfin bref, ce sont d'autres questions, mais voilà un petit peu pour les chiffres qu'on a pu dégager sur nos 50 premiers patients d'exposition prolongée. Alors bon, même si ça reste sur un nombre de patients assez limité et en interne, comme vous dites, ça reste quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas mieux que ça, finalement, ces types de thérapies ? Alors moi, je parlais en mon nom. Je dirais que en fait, en tant que Français, on n'est pas super bien doué en anglais. Et la plupart des thérapies formalisées, protocolisées, ça vient souvent de la culture, alors pas que, mais quand même des États-Unis, Canada, tout ça. Et même la langue universelle de la science, en fait, c'est l'anglais. Et forcément, déjà, quand on n'est pas familier à l'anglais, et même à la recherche, on peut passer à côté de plein de choses. Après, c'est le rôle aussi des centres un peu experts de promouvoir ce qui est le plus efficient dans la manière d'approcher le soin. Est-ce que vous avez en tête des documents ou des ressources qui pourraient être mises en avant pour que ce soit pour les praticiens ou pour les patients, évidemment, en rapport avec ces deux types de thérapies ? Nous, sur notre site, même si c'est très bref, on a traduit des vidéos qui expliquent en fait un peu ce que je vous ai expliqué, mais en format vidéo. On les a traduites de l'anglais. Sinon, il y a le CN2R aussi, qui est un site hyper bien fichu, plutôt à destination des patients en premières intentions, qui aborde des thématiques sur qu'est-ce que le trauma, les différents mécanismes, qui répertorie aussi nationalement les lieux de localisation des CRP, des choses comme ça. Et aussi le CNDR aussi qui fournit pas mal de documentation et qui propose des webinaires assez régulièrement sur des questions en lien avec le trauma, mais pas que, et qui invite des experts sur la question à présenter leur domaine de recherche, leur thérapie, les choses comme ça. Il y a en fait les ouvrages dont sont issues les thérapies, enfin la thérapie de l'exposition prolongée et la thérapie des processus cognitifs, ils existent en ouvrage manualisé où clairement il y a tout le contenu de la thérapie. Alors c'est en anglais, la traduction
est pas encore officielle, je crois, en France. Ça devrait pas tarder à arriver. Mais pour une 30-40 euros, enfin $1, on peut avoir vraiment accès à toute la documentation, à toute la mise en place de la thérapie. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.